Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Aujourd'hui, je reçois Raphaëlle, une femme au parcours atypique qui va partager avec nous son histoire d'amour hors du commun et son voyage dans l'univers de la maternité. Parce que oui, Raphaëlle est tombée amoureuse d'un militaire et cette rencontre a bouleversé sa vie dans bien des aspects. Dans la première partie de notre échange, Raphaëlle nous emmène dans les débuts de cette aventure. Sa rencontre avec celui qui est devenu son mari, les premières expériences déstabilisantes comme les missions à l'étranger et comment tout cela a impacté sa vie personnelle. Puis Raphaëlle nous parlera de son expérience du devenir mère. Si la naissance de son premier enfant a été un moment idyllique, la venue de son deuxième fils a été une toute autre histoire. Un mois après sa naissance, elle part en long séjour en famille à Dakar, au Sénégal, dans le cadre du métier de son mari. Là, elle se retrouve confrontée à l'immense défi de s'adapter à une nouvelle vie dans un pays étranger, loin de tous ses repères. Ce changement radical a conduit à un postpartum difficile pour Raphaëlle, et elle nous raconte tout dans cet épisode. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Raphaëlle. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café, je suis ravie de te recevoir. On est en distance et en longue distance pour cet enregistrement puisque tu nous parles de Dakar. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Oui, je peux. Merci Élise. Donc je m'appelle Raphaëlle, j'ai 32 ans. Je suis pharmacienne de formation et je suis mariée à un militaire et tous les deux nous avons 2 enfants de 4 ans et 2 ans, Ariel et Ilyes. Voilà. Trop bien. Je vais te poser du coup la question traditionnelle de Prenons un café, celle qui n'échappe pas aux invités. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Oui, j'ai toujours désiré être mère, c'est vrai, mais j'ai toujours su que je ne voulais pas l'être forcément tout de suite. Voilà, disons que j'avais pas forcément une vision arrêtée de l'âge à laquelle je voulais être mère, mais je savais que je serais mère un jour, du moins je l'espérais fortement. Je voulais attendre le bon moment. En tout cas, voilà, je pense que le bon moment n'est pas le même pour tout le monde. En l'occurrence, pour moi, c'était après certaines étapes de la vie. Voilà. Et c'était quoi du coup ces petites étapes ? Qu'est-ce qui était important pour toi ? Alors, c'était déjà important pour moi de rencontrer la bonne personne, de me sentir en confiance, d'avoir un certain temps de vie avec cette personne et puis d'avoir des valeurs communes, forcément une envie commune de fonder une famille. Et puis ensuite, un choix de confort qui était là de me dire je veux quand même avoir fini mes études, être stable professionnellement. Comme les études étaient assez longues et disons bien occupées, voilà, pour moi c'était plus confortable de me dire ok, on verra ça après, après ces études. Ouais. Ok. Donc tu disais pour toi c'était important de rencontrer la bonne personne. T'en as parlé en te présentant. Ton mari est militaire et c'est d'ailleurs le sujet qu'on va aborder aujourd'hui puisque les familles de militaires ont des vies assez particulières, en tout cas qui sortent de la norme. Est-ce qu'il y a une norme ? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas qui sortent un petit peu d'un quotidien plus traditionnel. Tu nous racontes un peu comment vous vous êtes rencontrés avec ton mari ? Alors, mon mari, je l'ai rencontré en 2013. C'était un été sur une piste de danse, en fait. C'était une soirée danse en plein air. Donc, on est danseurs tous les deux. Du moins, on est passionnés de danse tous les deux. Et on s'est rencontrés à une soirée salsa, bachata, kizomba. Lui a un passif de danseur avant, parce que donc, avant d'être militaire, il était danseur professionnel. Ah, génial. Donc
pas sur le côté latino, là c'était vraiment hip-hop, afro house, break, enfin voilà, mais euh, il aime danser la musique de façon générale, il s'était mis aux danses afro-latines aussi depuis peu, et moi je dansais aussi bon je danse depuis toujours aussi en fait, mais les danses latines ça faisait peut-être 2 3 ans. Ok. Et donc voilà, on s'est rencontrés à cette soirée-là, on a dansé ensemble. Et puis, voilà, mais pas de coup de foudre à ce moment-là. Ah ouais, Non, c'est non, non, vrai. non, non, c'est vrai. C'est vrai, je pense que lui comme moi, on dansait vraiment pour l'amour de la danse. Et voilà, on avait des amis en commun. Quand c'est comme ça, on danse tous ensemble. Et voilà, il n'y a pas d'autres connotations, on va dire. Après, le feeling est bien passé. Et voilà, c'est plus tard qu'on aura échangé et on se sera revus en septembre. Et voilà, mais c'est pendant toute la période de connaissances à distance finalement parce qu'ensuite il est parti donc, sur des terrains en bon militaire qu'il est et en fait voilà il a réussi à me contacter quand même de ce côté-là où il avait sûrement une arrière-pensée c'est certain. Et donc il avait réussi Peut-être. à me contacter non mais c'est sûr hein. On a eu le backup après forcément mais voilà, donc en fait, on a pu échanger à distance pendant un de ces terrains où il préparait une prochaine mission, justement. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rapprochés finalement et voilà, qu'on s'est revus ensuite en septembre. Donc du coup, quand tu l'as rencontré, il était déjà militaire. Oui, Je trouve ça très drôle, hein, d'ailleurs, cette transition danseur professionnel militaire. ouais. Enfin, c'est l'impression que c'est deux mondes quand même complètement différents. C'est marrant. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui t'effrayait ou qui t'inquiétait, le fait qu'il soit militaire? Est-ce que tu avais connaissance de ce milieu-là, d'ailleurs, avant de le rencontrer? Non, pas du tout. J'ai été très naïve à ce sujet-là. On en rigole aujourd'hui, mais c'est vrai que je n'avais personne dans ma famille qui était militaire, à part mon papy voilà, qui a fait son service un peu plus longuement que les autres et qui a fait la guerre d'Algérie. Mais donc lui en parlait, voilà, c'est tout ce que je connaissais de l'armée finalement. Euh, et donc je n'avais pas connaissance de ce milieu militaire, je ne me rendais pas du tout compte des contraintes qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. En même temps, moi j'étais étudiante, voilà, j'avais pour projet de partir aussi à l'étranger, ouais, je pense que j'étais à 10 000 lieues de savoir ce que ça impliquait réellement. Et donc, comme on dit, parfois on apprend sur le tas, hein, c'est en vivant qu'on le comprend. Et moi, ça a Ouais. été ça, ouais. Et donc, cette relation, est-ce que tu as compris assez rapidement qu'elle serait sérieuse? Oui, je l'ai compris. Alors, la première fois qu'il m'a dit donc qu'il allait partir en mission, donc en fait, on s'est mis ensemble en septembre et puis il m'a dit, par contre, donc c'était en octobre, je pars en mission. Alors je lui ai dit, comment ça, c'est quoi cette mission? Donc il me dit, bah, ça va durer 4 mois minimum. Je dis, ah ok, donc tu rentres, donc c'est jusqu'à janvier, quoi, ok. Et en Afrique, ok, d'accord, très bien, oui, bon, bah, ça je savais que les militaires, voilà, je savais certaines choses quand même, hein, bon, ok, donc les militaires partent en mission, jusque-là rien d'anormal. Et donc je lui ai dit, mais tu rentres à Noël du coup. Bon, tu dois avoir des vacances à Noël. Là, c'est vraiment la phrase. Aujourd'hui, je me marre parce que, voilà, juste pour dire à quel point j'étais naïve. Euh, Bon, il a rigolé, évidemment, et il m'a dit non, alors ça se passe pas exactement comme ça. En fait, je vais partir et je reviendrai au bout de 4 mois. Lui, il était engagé déjà depuis 2007, donc ça faisait quelques temps déjà, et il avait pas mal d'OPEX au compteur déjà. Donc voilà, il a pu au moins, en me parlant de son expérience et en me disant voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce que. Bon, en restant assez discret quand même, mais voilà, je pense qu'il m'a pas donné tous les détails à ce moment-là, mais en tout cas, voilà, il m'a dit que ça se passait comme ça et que si je voulais l'attendre, il en serait très heureux.
Bon, je lui ai dit, je sais pas. C'était pas. En fait, j'avais rien prévu de tout ça. Je n'avais rien prévu. On n'avait pas le même univers forcément quand on s'est rencontrés. Je me suis dit, on va passer un bon moment ensemble. Et voilà, en fait, j'avais pas trop de projections. Donc dire que c'était sérieux au début, non, pas forcément. Voilà, j'avais quitté une relation plus longue quelques mois auparavant, et donc voilà, je n'avais pas forcément en tête de rencontrer le grand amour à ce moment-là. Et donc je ne me projetais pas vraiment. Et en fait, ça a été difficile de nous quitter avant cette première mission. Et juste avant le départ, parce que donc on a eu un mois et demi avant sa première mission en fait. Et donc juste avant le départ, la veille, je lui ai dit d'accord, je t'attends. Reviens en janvier, je t'attends. Et C'est voilà, trop mignon. ça s'est lancé comme ça. Trop bien. Est-ce que tu as des possibilités de contact pendant ces opérations où ils partent longtemps? Oui, oui, on y arrive bien sûr. Alors en fait, tout dépend des missions. Parce que en fait, quand il arrive sur le sol africain, en l'occurrence, je connais presque que ça. En fait, à chaque fois qu'il est parti, c'était principalement l'Afrique. Donc, je vais parler de ce que je connais. Il arrive sur le sol africain. En général, il faut qu'il change de puce, forcément, le temps d'acheter une puce, d'arriver, ben voilà, de déposer tout ce qui est à faire, prendre position sur les lieux, etc. Ça peut prendre un peu de temps. En général, forcément, on n'a pas forcément de nouvelles le jour où ils arrivent. Ça peut être un jour ou 2 jours après. Mais voilà, l'appel vient toujours, et quand l'appel commence par un plus 221, 223, 200, je sais plus quoi, on sait que c'est lui, quoi. Voilà. Donc, donc le premier appel fait très très plaisir. Et ensuite, bah voilà, il recharge ces puces-là, et il arrive à nous contacter. C'est pas facile sur toutes les missions, parce que il y a eu des missions où il y a eu des coupures, où ça a été des missions aussi qui étaient plus difficiles dans la programmation, et donc où il partait souvent. Hein, il n'était pas souvent sur le camp, et quand il n'est pas sur le camp, il peut pas nous contacter, quoi, en fait. Ouais. Donc voilà, en fait, ça dépend vraiment de la mission et des périodes dans la mission, Ok. voilà, sur lesquelles il est amené à aller à droite à gauche. Et voilà, donc en fait, si c'est une mission où il revient relativement fréquemment sur base ou sur le camp, voilà, il n'y a pas de problème pour avoir des nouvelles. Quand il est dans le désert, forcément, c'est plus compliqué. Ouais. Voilà, Ok. on apprend à patienter. C'est ça. Comment tu vis ces premiers 4 mois, cette première fois loin, après 1 mois et demi d'amour fou? On sait aussi que les débuts de relation, c'est aussi toujours très, très intense. Ouais. Et tu passes d'une intensité à plus rien, du coup. Comment Ouais. tu vis ça? Ça n'a pas été facile. En fait, c'est les premières missions. Ce qu'il y a, c'est qu'il a enchaîné pas mal sur cette période-là, parce que donc c'était d'octobre à janvier. Et quand il est rentré en janvier, en fait, il repartait en juin. Donc, et c'était loin d'être des missions faciles, en fait. C'est ça. Donc ça a été dur, parce que d'une part, on n'avait pas beaucoup de nouvelles. Ces missions-là, je m'en souviens vraiment bien. Moi, j'étais étudiante. De toute façon, voilà, je continuais à bosser, hein, pas le choix, mais j'étais préoccupée. Je me souviens que voilà, les premières missions, j'étais stressée, j'étais préoccupée, je mangeais pas très bien, pas beaucoup. En fait, j'ai fait toutes les erreurs classiques qu'il ne faut pas faire quand tu es conjointe de militaire, enfin conjointe, Fais-nous une liste, copine tiens. de militaire. Bah ouais, non, mais voilà, je m'inquiétais, je mangeais pas tant que j'avais pas de nouvelles, voilà, ça m'inquiétait, donc ça me coupait la faim, enfin voilà. Je regardais toutes les actus, Le Monde et compagnie, donc voilà, ce qu'on voyait, du coup, ça faisait flipper. C'était au moment Mali, Centrafrique, là, quand ça se passait pas très bien.
Enfin, pas que ça se passe beaucoup mieux, mais je veux dire, voilà, c'était, c'était anxiogène en fait pour moi. Voilà, j'étais très heureuse quand j'avais des nouvelles, mais du coup, c'était assez anxiogène, ouais, de voir ce qui se passait à distance, d'avoir des infos au compte-gouttes en même temps. Voilà, on s'inquiète forcément. Parfois, on avait des appels qui étaient coupés. T'entends un boom, un truc, des sons qui font pas plaisir et ça coupe et voilà, il n'a pas possibilité de te rappeler tout de suite. Enfin, en fait, voilà, c'était plein de petites choses qui n'étaient pas forcément super. Par contre, voilà, il faisait toujours en sorte, pardon, de me réconforter. Il m'appelait quand même autant qu'il pouvait. On s'est mis à s'écrire des lettres aussi, ce qui était très très chouette du fait que voilà, le réseau était un peu compliqué. Surtout que si je me souviens bien, à l'époque, il y avait même pas, il y avait pas WhatsApp en fait. Est-ce que c'était Ouais, non, 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 je, c'était je crois que Skype, je crois, c'était des Skype trucs comme ça. exactement. Ouais. En fait, ça captait super mal. Alors je dis ça, mais en fait, nos parents et grands-parents, eux, du coup, ils avaient carrément pas de Ouais. visio. Donc voilà, et c'était ça. Et en fait, c'était Skype qui fonctionnait très très mal. Donc en fait, on était coupé tout le temps. Sur base, quand il était sur base, il avait accès à un PC quand même. Ils avaient accès à un PC où ils pouvaient se connecter tant de temps par jour. Donc c'est plus comme ça en fait. Ouais, tu vois, avec les années, j'oublie un peu comment étaient les Ouais. premières fois, mais c'est vrai que en fait c'était Skype, c'était pas WhatsApp ni FaceTime et ça captait très très mal. Et en fait, non, je m'en souviens maintenant, c'est que c'était beaucoup de SMS qu'il arrivait à m'envoyer. Et moi, pareil, je passais par une application pour pouvoir renvoyer un SMS sur un téléphone africain où je devais Ouais, parce que compter c'était les hyper caractères cher et comme à tout ça. l'époque. Ouais. Exactement. Je devais compter les caractères. On payait hyper cher le SMS. Enfin, c'était... ouais, c'est ça. Je m'en souviens maintenant. On n'avait pas voilà, les visios aussi fluides qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc ça rajoutait une petite complication et un petit pincement au cœur et de frustration quand on ne pouvait pas avoir des nouvelles claires, quoi. Voilà. Carrément. C'est vrai qu'on était au tout début de l'ère smartphone. Enfin, vraiment, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, mais à ce moment-là, c'était pas du tout le cas. Non. Et on était dans cette transition. Donc oui, c'est vrai que c'était il n'y a pas si longtemps. C'est quoi, une dizaine d'années? Ben oui. Mais en même temps, il y a eu une telle évolution depuis Oui. que ça paraît un peu fou quand même de se Oui. dire, ah tiens, c'était comme ça avant. Mais on a Est-ce tendance que... à oublier, mais ouais, Ouais, c'est vrai que carrément. là, ça me fait tilt. Je me dis, ah, mais oui, c'est vrai. Non, attends, les premières missions n'étaient pas les mêmes que les dernières, mais il y a une raison aussi pour ça. Côté communication, c'était aussi moins fluide. Bah ouais, carrément, carrément. Est-ce que entre le moment où il est rentré, tout ça, entre ces deux opérations, tu as pu rencontrer des personnes, enfin de son univers justement, et pour peut-être des personnes, des conjoints, des conjointes de militaires qui vivaient la même chose que toi et qui pouvaient te rassurer un peu? Oui, j'ai une grande amie qui aujourd'hui, voilà, on est toujours proches toutes les deux. C'est la première personne que j'ai rencontrée à son retour de mission, puisque au retour de mission, on a fait un dîner à quatre, donc avec le collègue de mon mari qui est toujours parti en mission avec lui, du moins jusqu'à présent. En 2013, c'était le cas. Et donc, sa femme, elle m'a été d'un grand soutien parce qu'elle connaissait déjà cette vie depuis quelques temps, du moins plus longtemps que moi. Et donc, on s'est très vite rapprochés et on s'est soutenus mutuellement, c'est vrai. Et puis, on avait des amis de la danse en commun et une autre amie aussi qui, elle, a connu ça en même temps que moi. Voilà, donc oui, on va dire qu'à ce moment-là, c'est vrai que ça aide d'avoir des amis qui vivent la même chose. À quel moment, du coup, parce que là, c'est le début de cette relation, tu es la copine d'un militaire, mais ça C'est fait ça. partie de ta vie, mais ça n'a pas encore impacté ta vie. À quel Non. moment vous décidez d'aller, d'avoir plus d'implication, de vous engager un peu plus dans cette relation, au point que cette vie-là implique la tienne aussi? Ça a mis 2 ans à se concrétiser finalement. Parce que donc il y a eu en fait de 2013 à 2015 il y a eu beaucoup de missions, on se voyait très peu, donc ça a été des missions très rapprochées et en fait
moi, je les ai pris un peu de plein fouet au début, même si lui essayait de me rassurer, était présent au retour, etc. Il y a eu il y a eu des remises en question, il y a eu des incompréhensions aussi. On a eu des moments pas faciles dans cette période-là et on s'est même demandé si on avait réellement un avenir ensemble. C'était pas qu'une question d'être avec un militaire ou non. Je pense que c'était la vie avec un militaire de façon générale et avec une personne qui avait eu l'habitude d'être célibataire, de rentrer et d'avoir du temps pour lui au retour des missions. Euh, Moi, qui avais besoin de temps aussi pour me faire à cette vie-là, de me dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec une personne qui part autant qui voilà, on est dans deux mondes opposés en fait. On n'était pas, à part cette passion de la danse qu'on avait en commun et bon, on était très proches, très complices. On l'a toujours été dès le début. Euh, et donc, je pense que c'était ça qui était difficile aussi. Je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre, je lui aurais dit c'est bon, on arrête, c'est terminé. Voilà, je vais pas pouvoir vivre cette vie-là et je veux pas avoir d'enfant avec quelqu'un qui est pas là 6 mois l'année, quoi. C'est pas possible. Mm. Et donc, je pense que cette réflexion s'est faite à ce niveau-là. Ce qui m'a rassurée aussi, c'est que lui, je pense, a eu un déclic à un moment donné, dans la phase où moi j'étais dans celle où bon, ça partait plutôt mal. Et lui était sûr de lui. Voilà, on a eu une période en 2015 sans se voir. Bon, il avait des terrains, etc. Mais même au niveau connexion, communication, on a eu une période de blanc, on va dire. Et, et ça a été une renaissance derrière. Il était sûr de lui. Il m'a prouvé par A plus B plus Z qu'on allait y arriver, que lui voulait aussi fonder une famille, voilà, qu'il avait un âge où il voulait se projeter aussi, qu'il avait beaucoup vadrouillé en mission et qu'un jour il espérait à plus d'accalmie aussi, que pour lui fonder une famille c'était être présent pour ses enfants et que bien sûr qu'il allait repartir en mission parce que c'est son métier, mais qu'il y a des choix qui étaient faisables et que jusqu'à maintenant il était aussi parti de son plein gré, enfin sur base de volontariat. Il a fait des missions obligatoires, mais il a aussi fait des missions sur volontariat. Voilà. Ça a été voilà, des grosses discussions, des grosses remises en question. Et voilà, à un moment donné où on se dit, on ne peut pas se passer l'un de l'autre. On est très amoureux, on veut vivre ensemble, on veut pouvoir concrétiser cet amour et le vivre pleinement. Et donc tout ça, ça s'est passé en 2015, où il y a eu un gros déclic et où on s'est dit, ok, on y va, on avance et maintenant on fait les choses ensemble et on évolue ensemble, c'est parti. Donc voilà, ça s'est vraiment fait à ce moment-là. Okay. Où c'est à partir de là que après j'ai rencontré sa famille et lui a rencontré la mienne d'ailleurs. Enfin, voilà, on a officialisé vraiment de ce côté-là en fait. Avant ça, on gardait cette relation pour nous finalement. J'avais rencontré quelques personnes de sa famille, mais voilà, c'était pas, on n'était pas prêts et moi non plus à officialiser. On a officialisé vraiment 2 ans après notre rencontre en fait. Voilà. Ok, waouh. Mais je pense que ça peut être important justement le temps long dans ces configurations parce que c'est pas seulement un engagement auprès d'une personne, c'est un engagement d'une vie. Enfin, il faut prendre le temps peut-être de process aussi, cet engagement-là. On a dans l'imaginaire, après tu me dis si je me trompe ou pas, parce que moi je suis pas concernée, donc voilà, que des familles de militaires bougent beaucoup. Elles déménagent beaucoup parce que autant il y a la personne qui est dans l'armée qui va en mission et qui part, mais il y a aussi la famille qui doit parfois suivre. Est-ce qu'elle est vraie, cette image-là, et comment ça se passe ? Elle est vraie, mais pas pour tout le monde. D'accord. Elle est vraie selon le grade, selon la spécialité, selon le régiment d'attache. Voilà, c'est pas, elle n'est pas vraie pour tout le monde, mais elle est vraie pour beaucoup, c'est vrai. En l'occurrence, pour nous, ça ne s'est pas avéré exact forcément.
on a pu, voilà, en fait, on était dans une région quand on s'est rencontrés. Il avait un régiment d'attache depuis longtemps. Moi, ensuite, donc en 2015, je suis partie sur Paris pour mes études et pour finir mes études. Et ensuite, j'ai eu un CDI fin 2016 et c'était sur Lyon. Du moins sur voilà, tout le quart sud-est de la France, mais on résidait à Lyon. Et il a pu demander un rapprochement familial à ce moment-là. Et au final, c'est lui qui m'a suivi le premier. Parce qu'il a pu demander à être muté donc, dans la région lyonnaise. Donc, en fin de compte, lui était toujours resté dans son régiment avant ce premier déménagement. Donc, il a été muté et c'est ensuite qu'on a eu cette mutation pour Dakar, qui là est un peu particulier. C'est ce qu'on appelle un séjour militaire. Et donc, c'est 2 à 3 ans à l'étranger, effectivement. Ça peut être, enfin, à l'étranger, outre-mer ou dom-tom. Ça peut être diverses destinations. En l'occurrence, nous, c'est le Sénégal qu'on a eu. Voilà. Donc, on n'a pas tant bougé que ça, finalement. Ouais. Donc et ça c'est très bien, parce que ouais. moi, ça me convient très bien aussi. Hein. J'avoue que c'était un peu les questions en suspens aussi, parce que pour la carrière d'une conjointe, c'est pas évident. Voilà, c'est un autre débat et c'est d'autres. Enfin, c'est un débat. Ça s'y ajoute, hein, mais voilà, on en parle fréquemment avec les amis. C'est une vraie contrainte pour les conjoints et conjointes d'être mutés tous les 2-3 ans pour trouver du travail. Donc, nous, en l'occurrence, voilà, après ce séjour au Sénégal, moi, j'aurais fait une pause dans ma carrière de 2 ans et demi, 3 ans, voilà, on va voir. Et encore, j'ai trouvé de quoi m'occuper, mais et j'en suis très contente. Mais voilà, ensuite, non, ça devrait être. Il est plutôt sur la fin de sa carrière que le début, on va dire. Donc, okay. Donc c'est plus stable. On devrait être voilà, plus stable et je pourrais, moi, reprendre ma carrière, oui. Ok. Parce que c'est vrai que c'est une question, parce que, on parle des familles des militaires parce que ça englobe, ce choix de carrière-là englobe absolument tous les membres d'une famille. C'est pas n'importe quelle profession quand même, ça implique énormément de sacrifices et on parlait de déplacement géographique, mais c'est aussi tout ce qui va avec, hein, et notamment pour pour les conjointes, pour les conjoints qui font ce choix-là. Est-ce que t'as eu peur de te perdre toi en tant que personne dans ce milieu-là, dans cette configuration-là? Franchement, non, je peux pas dire ça parce que j'ai toujours eu cet objectif professionnel. Je savais ce que je voulais faire, voilà, depuis longtemps. J'adore mon travail, enfin, j'adore voilà, le milieu dans lequel je travaille. Mon mari il l'a toujours compris, enfin c'est pas mon mari avant d'ailleurs, hein, mais il m'a toujours suivi là-dessus et il a toujours été très supportif, donc voilà, il m'a toujours dit et fait comprendre qu'on suivrait ma carrière aussi et qu'il n'y avait pas que sa carrière qui comptait. Voilà, donc non, ça a été très clair pour nous dès le début. Là, par exemple, ce déplacement au Sénégal, bon, on était prêts à partir à l'étranger, on avait envie de le vivre en famille. Et le Sénégal est tombé, enfin du moins la proposition de séjour militaire est tombée. Et donc on a accepté parce que voilà, ça allait dans nos projets de vie. C'est une chouette expérience à vivre, je pense, une fois dans sa vie. Il y en a qui le vivent même plus souvent que ça. Et donc voilà, pas de regrets, mais voilà, on s'est toujours dit que voilà, cette fois-ci c'était pour l'armée, la prochaine fois ce sera peut-être pour mon travail à moi. Et voilà, on n'est pas fermé à ce sujet. Donc honnêtement, non, j'ai pas eu la sensation de me perdre là-dedans. Parce qu'il y a toujours eu beaucoup de communication et qu'on s'est toujours dit les choses. Et je pense que c'est très important dans une relation avec un militaire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se dire les choses, même quand on a peur ou quand on n'est pas bien. Moi, les premières erreurs que j'ai faites aussi pendant une mission, c'est
de pas dire quand il m'arrivait quelque chose, de peur de lui faire peur en mission et donc qu'il soit pas bien ou qu'il arrive quelque chose. Et en fait, il m'a dit mais en fait, on est ensemble, donc je veux savoir quand il t'arrive quelque chose, je veux pas l'apprendre au retour de mission. Si d'autres militaires ne veulent pas le savoir, c'est leur problème. Ils communiquent avec leurs femmes et auquel cas ils voient ensemble qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Et il me dit, moi, je veux savoir, je veux pas l'apprendre au bout de 4 mois. Je me sentirais plus mal d'apprendre qu'il t'est arrivé quelque chose pendant les 4 mois et que j'étais pas là, que tu me le dises sur le coup et auquel cas on trouve des solutions ensemble. Si j'ai une connexion, si j'ai un moment où on peut se parler, tu me dis les choses et voilà. Et donc on a appris à parler comme ça et à se dire les choses. Bien sûr, on fait attention de la façon dont on les dit et quand on le dit. Voilà, forcément après des retours de terrain ou enfin intermission, je veux dire où il n'était pas clairement, voilà, il était pas bien. J'attendais, enfin, où je formulais les choses avec tact quoi. Mais donc non, j'ai pas eu la sensation de me perdre. J'ai plutôt eu parfois la sensation d'être impuissante ou de pas pouvoir faire grand chose au retour de certaines missions qui ont été difficiles. Et voilà, là il y a une vraie patience à avoir, il y a un vrai temps d'attente qu'on apprend. Où, en fin de compte, la mission est passée, mais elle n'est pas totalement finie dans leur tête. Donc voilà, si ce n'est ça, j'ai pas eu plus de mal personnellement, on va dire, avec mon tempérament et mon envie professionnelle par rapport à cette vie-là. Voilà. Ok. Vous avez 2 enfants, 2 petits garçons. À quel moment vous vous êtes dit, allez, c'est parti, on y va, c'est le moment, on veut des enfants? Est-ce que vous vous l'êtes dit d'ailleurs? Est-ce qu'il ne serait pas arrivé par surprise? On ne sait pas. Alors, non, il n'est pas. Alors non, le premier n'est pas arrivé par surprise. Quoique, il est arrivé vite, sans s'y attendre. Non, je rigole. Non, alors. Mon mari, lui, ça faisait quelques temps qu'il était prêt à être papa et à vouloir un enfant. Moi, voilà, c'était, comme je te l'ai dit avant, c'était, je voulais avoir fini mes études, être stable professionnellement. Lui, il l'était depuis un certain temps, mais pas moi. Voilà, je finissais mes études. Et puis, il m'a demandé en mariage au retour d'une mission. C'était très, 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 très fort. Et donc, on a prévu le mariage 1 an après. Donc, c'était en 2017 qu'il a fait sa demande et on s'est mariés en 2018, en mai 2018. Et voilà. Et en fait, il devait partir en mission 1 mois après le mariage. C'était fin mai le mariage et il partait début juillet en mission. Là aussi, hein, côté émotion, on monte très haut, très fort. C'est ça. Et 1 mois après, bim. Donc, voilà. C'est ça. À l'armée, on apprend à gérer ses émotions, tant bien que mal. Et donc, on s'est dit que on rentrerait dans cette période d'essai bébé après le retour de mission. Et donc, il est rentré de mission le 10 novembre et je suis tombée enceinte le 11 novembre. Voilà. Alors, donc, en fait, c'était des retrouvailles plus rapide que prévu. Du moins selon le médecin. Hein. Voilà, la datation date du 11 novembre pour Ilyes. Et voilà, c'était une petite histoire drôle où effectivement, on ne pensait pas que ça arriverait si vite pour le premier, mais en fait, on ne sait jamais, quoi. On ne peut jamais savoir. Bah non, tu ne peux jamais programmer. Il y a des personnes pour qui ça arrive très vite et il y a des personnes pour qui ça arrive justement trop longuement. Enfin, dans trop longtemps. Exactement. Donc, tu ne peux pas choisir ça, malheureusement. Tu ne choisis pas. Comment tu réagis, toi, à cette grossesse qui arrive si vite? J'étais super heureuse, j'étais très très heureuse. J'ai réfléchi tout de suite à comment j'allais lui annoncer. Voilà, alors faut savoir que mon mari, je ne l'ai jamais vu pleurer. En fait, je ne l'ai jamais vu pleurer, si ce n'est dans des phases émotives intenses, soit la première fois que je l'ai vu pleurer. Donc on est ensemble depuis 2013. Hein, je l'ai vu lâcher quelques petites larmes d'émotion au mariage.
Donc en 2018, et c'est tout. Et là, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, là, c'était un vrai moment d'émotion. C'était très, très beau. Et donc, on était très heureux, tous les deux. Voilà. Trop bien. Est-ce que vous avez pu vivre cette grossesse ensemble ou est-ce qu'il est reparti en mission pendant la grossesse? Alors, il est revenu juste au début de la grossesse et voilà, ça a été des discussions forcément en amont. Alors, c'est pas toujours facile de prévoir d'avoir, enfin, c'est bête à dire, mais d'avoir des enfants avec un militaire, j'ai envie de dire avec l'armée, parce que la programmation peut changer, peut varier vite aussi. Euh, et en fait, c'était ça aussi, on se disait, bah, si on a un enfant après une mission, logiquement, tu repars pas tout de suite. Logiquement, tu repars pas avant 1 an, quoi. Si t'es pas volontaire, c'est 1 an. Ok. Et donc non, on était très heureux, hein. Là, pour le coup, les plans marchaient très bien. Et bon, pendant la grossesse, on lui a demandé de partir quand même. Il a refusé parce que il voulait être là à l'accouchement. Après, voilà. Mon mari a toujours dit oui à l'armée, je pense. Il est toujours parti, même des fois, comme je disais tout à l'heure, sur base de volontariat. Mais il y a quelque chose sur lequel il ne voulait pas plier ou ne pouvait pas plier. Je pense, voilà, là c'est vraiment sa personne à lui. Donc attention, je sais que par rapport aux femmes de militaires qui vont nous écouter, ça n'est pas une critique et ça n'est pas à prendre mal, surtout pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dû vivre des accouchements seuls, et je sais combien certaines auraient aimé que leur mari soit présent, et même que les maris auraient aimé être présents. Donc je fais très attention en disant cette phrase. Je ne vais pas rentrer dans les détails du passé de mon mari ou de sa naissance, etc. Mais pour lui, c'était très important, de par son passif, je pense, d'être présent à l'accouchement et d'être là pour les premiers mois de ses enfants. Donc voilà, c'était quelque chose sur lequel il ne pouvait pas passer. Donc il a fait en sorte d'être présent. Il s'est porté volontaire sur d'autres missions internes pour pouvoir être présent à l'accouchement et donc travailler sur une autre responsabilité, on va dire, pendant cette période-là. Et c'est comme ça qu'il a pu être présent pour l'accouchement d'Iliès et pour ses premiers mois de vie. Donc voilà, il a dû faire d'autres petites missions forcément. Voilà, je ne peux pas rentrer dans les détails, non, bien sûr, mais en tout cas, il a pu continuer son travail, voir avec sa hiérarchie pour être prendre une autre responsabilité au sein du régiment. Et donc sans faire qu'il en y ait sorte de d'être longue là. distance. Sans qu'il y ait de longue distance, exactement. Okay. Donc et ça, on a pu s'arranger comme ça. Ok. Tu me dis si je me trompe, parce qu'on parlait justement des femmes de militaires qui pourraient nous écouter ou des militaires qui nous écouteraient. Tu disais aussi que ton mari était dans un stade de carrière avancé aussi. Est-ce que tu penses que ça joue sur la possibilité de faire des choix quand on est en début de carrière? On a peut-être moins le choix aussi. Bien sûr que je pense que ça peut aider. Ça peut clairement aider. Voilà, le fait qu'il soit parti très très souvent en OPEX et qu'il ait été volontaire aussi, je pense, a aidé sa hiérarchie à accepter aussi qu'il refuse une mission. Voilà, comme il leur a dit, voilà, l'année prochaine, pas de problème. Voilà, si vous pouvez me faire sauter celle-ci, je prends telle responsabilité à côté, autre chose, on trouve une solution. Ouais. Mais voilà, en gros, c'est un peu ça. Enfin, j'étais pas dans la discussion exactement. voilà. Mais c'était ça. Et je pense que s'ils ont accepté, c'est parce qu'il y avait des bonnes raisons aussi. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis les choses avec les pincettes, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se permettre de refuser. En début de carrière, je pense qu'on ne peut pas se permettre de refuser. Et s'il n'y a pas d'autres solutions aussi, voilà, ça peut être délicat. Donc selon les profils de carrière de chacun, ça peut être différent. Ouais. Mais voilà. C'est ce que tu disais au début, il n'y a pas un type de militaire, il n'y a pas un type de famille de militaire, c'est tellement aléatoire en fonction de ce qu'on fait exactement, où on est, comment c'est le mot, je ne sais plus.
Dans une base ou un envoyer. régiment? Ouais, Ah non, enfin, ce qu'on envoyer, fait. ah oui, Envoyer. muter Enfin, ou muter, voilà, mm, l'endroit où on se trouve et ce qu'on doit projeter faire. lui en mission. Oui. Voilà. Donc c'est pas toujours simple. Et puis toi, ce que tu disais, t'es tombée enceinte au moment où il est revenu. Donc forcément, ça te Ouais, laissait aussi ça a laissé un peu de beaucoup temps. de temps. Voilà. Si Ouais. ça arrive, ça met plus de temps, bah forcément les Et oui. configurations sont Mm, pas les mêmes. mm, Donc vraiment là, puis là, mm, là, tu partages ton expérience mm. et c'est en aucun cas, et je préfère le préciser aussi, un jugement ou Non, c'est comme ça la meilleure façon de faire. Ça n'a rien à voir. exactement. C'est juste que tu racontes ton histoire et Mm, c'est tout. Et c'est ce qu'on prend, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends, et j'espère que ça n'offensera personne. mm. Donc, du coup, tu vis cette naissance et tu deviens maman avec lui à côté de toi, donc vous devenez parents ensemble. Oui. Comment ça se passe, l'accueil de ce bébé? Comment tu deviens maman? Comment ça se passe, le devenir mère pour toi? C'est un bonheur extrême. Je ne fais pas partie des mamans qui adorent la grossesse. Mhm. Donc voilà, je veux dire pour Elias, je n'ai pas particulièrement aimé la grossesse parce que symptômes et compagnie. Mais bon, pas au point de ne pas en vouloir un deuxième, on va Un dire. deuxième. C'est après le deuxième que cette période est arrivée. Mais non, on va dire que voilà, la grossesse, de par ses symptômes, etc., j'étais contente qu'elle arrive au bout. Et j'étais surtout très contente de faire enfin la rencontre avec mon bébé. En fait, je pense que c'est ça qui dépasse tout. Surtout que l'accouchement a été très long et très dur. Donc, une fois que j'ai enfin rencontré mon bébé, c'était merveilleux, quoi. J'attendais que ça. Et après, c'était que du bonheur. L'allaitement s'est bien mis en place. Voilà, tout s'est bien déroulé ensuite, en fait. Si ce n'est que c'était un petit glouton et que et qu'il tétait toutes les heures et que moi j'étais épuisée comme maman. Euh, mais une maman épuisée heureuse, ça c'est sûr. Ok. Et un papa aux anges. Mm. Ouais, trop bien. Pour toi, pour vous, c'était clair qu'il y en aurait plus qu'un? Oui, on s'est toujours dit qu'on n'aurait pas d'enfant unique. C'était un choix. On a chacun des frères et sœurs. Voilà, je pense Ouais. que c'était. J'ai envie de dire même que avant d'avoir des enfants, on en aurait bien eu 3. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on a 2 enfants et pour l'instant, c'est très bien. Bon, c'est arrivé plus tard cette réflexion, mais en tout cas, oui, après Elias, on savait qu'on aurait un deuxième enfant. Ouais. On savait qu'on voudrait un deuxième enfant, en tout cas. Ouais. Il est resté combien de temps après la naissance d'Iliès avant de repartir en mission? Eh bien, assez longtemps. Et c'est ça qui était chouette, c'est que en fait, la responsabilité qu'il a pu prendre juste avant l'accouchement d'Iliès, eh bien, elle a duré plus longtemps que prévu. Donc, il a fait des formations après en interne quand même. Il y a eu quelques déplacements, des absences, mais qui n'étaient pas des absences à l'étranger. Mm. Donc, plutôt mieux à gérer avec un bébé. Non, franchement, il a vraiment été présent et ça, c'était chouette jusqu'au 1 an d'Iliès. Et ensuite, donc, l'annonce d'une OPEX suivante est tombée. Et donc, il est parti aux 13 mois et demi d'Iliès. Ouais. Et en fait, je suis tombée enceinte la deuxième fois. En gros, 1 an d'Iliès, on s'est dit qu'on en voulait un deuxième. Enfin, voilà, ça se passait très bien. Iliès était voilà, un petit garçon assez facile. On se disait, mais en fait, c'est facile. Attends, c'est génial. Si on en faisait 12. Vraiment. Alors non, pour la grossesse, je sais que j'en ferai pas 12, mais on a eu de la chance, c'est vrai, pour le premier, d'avoir un enfant qui dort de 19h à 8h30 le matin. Ouais, trop bien. Il mangeait tout ce qu'on lui donnait. Il était, voilà, quand on disait c'est l'heure de se coucher, on va se coucher. C'était un garçon qui était très dynamique pour autant, qui jouait à tout. Enfin,
voilà, vraiment, c'était... bon, il était dynamique, hein, attention, hein, quand il était réveillé, fallait suivre. Mais, Hein, mais il dormait. mais il dormait, donc nous, on avait l'occasion de se Ouais. reposer. Et quand les parents sont reposés, c'est tout de suite Ouais. beaucoup plus facile. Hein. Carrément. Donc voilà, et donc on s'est dit, un an, voilà, ça leur fera peu d'écart, et donc et c'est chouette pour eux aussi, quoi. Donc voilà, on s'est dit, on relance le projet bébé, et donc voilà, ça a marché relativement assez vite aussi, et en fait, on a su, la veille de son départ en mission, décidément, là, c'était pas le jour d'après, Ouais. mais là, c'était la veille d'un départ, on a su que j'étais enceinte. Ah, Donc, grande joie, hein, on était très heureux, mais, sachant que j'avais été malade pour Elias déjà, c'est vrai que voilà, on se dit, bon, il va falloir redoubler d'efforts, Raphaël, hein, tu as ton métier qui te prend beaucoup de temps, il y a Elias qui a 13 mois et demi, et tu as une grossesse maintenant, voilà, donc un prochain bébé à faire grandir dans ton ventre. Donc tout va bien se passer, et voilà. Donc bref, il est parti en mission. Quand là c'est pareil, on se dit ça va être 4-5 mois, un truc comme ça. Hein, bon. Donc quelque part un peu rassuré aussi, parce qu'on se dit ok, je vais vivre les premiers mois seul, mais du coup normalement tu seras là à l'accouchement aussi. Enfin c'est là aussi, hein, il a accepté pour ça aussi, de se dire de toute façon je pars, mais je serai là sur la dernière partie de la grossesse et l'accouchement. Donc tout va bien, ça va le faire. Et voilà, quand il est parti, tout allait très bien. J'avais pas encore de nausées. Je me disais, franchement, je pète le feu, c'est génial. J'arrivais, là, pendant les 2 premières semaines, à vivre super bien. Et puis après, les nausées ont commencé à arriver. Nausées, vomissements, qui m'ont duré tout le long de son absence. Moi, j'étais très faible, j'étais épuisée à devoir m'occuper d'un premier... En vomissant tous les jours, et en fait pas de famille à côté, parce qu'on était à 6 heures de la première famille, donc là ça a été plus compliqué. Heureusement qu'on avait une super nounou et une assistante maternelle qui avait Iliès la journée pendant que je travaillais, et qui était d'un soutien même moral en fait. Voilà, quand je la voyais le soir, je pense qu'elle me voyait livide, mais voilà, j'essayais de continuer. Et puis ma maman et mon papa sont venus à tour de rôle aussi. Mon papa était en télétravail, donc il pouvait faire du télétravail chez moi. Donc il m'aidait le soir finalement, voilà, avec Iliès. Ma maman aussi, quand elle est venue. Il y en a un qui est venu en novembre et l'autre qui est venu en décembre. Voilà, ça m'a aidée pour le quotidien. Ça m'a obligée à manger aussi, voilà, à continuer à prendre un peu d'énergie. Mais voilà, ça n'a pas été facile cette mission. Mais bon, il y a quand même eu des bonnes périodes. On a pu vivre une échographie à distance. La gynécologue était d'accord. C'était une sage-femme échographiste qui était d'accord pour faire une visio le temps des échographies. Donc c'était chouette, il a pu se débrouiller pour avoir une connexion à ce moment-là. Il l'a su quelques jours avant. Voilà, même l'annonce du sexe du bébé, je lui ai annoncé à distance. Voilà, c'est des moments que... je ne sais pas si on peut les vivre autrement. C'est sûr qu'on préfère dans la configuration où les 2 parents sont là, mais c'est un moment de bonheur et de sentiments intenses en fait, de vivre ces moments-là à distance, d'avoir son mari en visio et de lui annoncer qu'il va être papa pour la 2e fois, donc d'un autre petit garçon. C'est magique d'avoir le pouvoir d'annoncer ces choses-là à distance, et de lui apporter lui aussi un réconfort pendant cette mission, parce que moi je suis seule enceinte avec un enfant pendant qu'il est en mission, mais lui en fait il est en mission et il n'a pas son premier enfant, oui, parce que c'était sa première séparation aussi. Exactement, avec son fils. C'était sa première séparation, donc c'est pas rien. Voilà, c'est un papa poule. C'est vrai que voilà, c'est pas rien. Après, il aime son métier, voilà, donc
Il était aussi content de repartir. Je pense qu'il y a beaucoup de militaires qui aiment partir en mission, c'est le Ouais. propre de leur travail. Mais c'est pas facile pour autant, Non, en fait, quand on c'est arrive pas. à un stade où on a une famille. Voilà. C'est clair. C'est pas parce qu'on aime quelque chose que parfois, enfin, c'est comme les enfants. Enfin, on aime être parent, mais il y a des moments où c'est compliqué, tu vois. C'est la Ouais. même chose un petit peu. C'est l'un n'empêche pas l'autre, en tout cas. Est-ce que tu avais pu te créer, parce que tu sais que ta famille était loin, est-ce que tu avais quand même un cercle d'amis de soutien à ce moment-là autour de toi? Oui, j'avais des amis quand même dans la région, et heureusement. Et après, bon, bah, mes amis de longue date aussi, même si on n'était pas dans la région, on continuait à s'écrire, hein, donc on s'appelait, enfin voilà. Mais ce qui a aidé aussi, mine de rien, je pense, c'est que quand j'ai créé enfin, pas le blog, mais je veux dire la page, le compte Milliwife sur Insta, euh, bah, ça a créé un élan de soutien pour beaucoup. Et en fin de compte, pour moi, ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là, parce que j'avais aussi une occupation et voilà, j'étais aussi réconfortée quelque part, en fait, en apportant du réconfort. Moi aussi, j'en avais. Et voilà, j'essayais de m'impliquer sur certaines choses avec elle, avec ses filles qui comptaient sur moi aussi. Et, euh, et voilà, je pense que l'occupation est clé de toute façon pendant une OPEX. Et une fois qu'on a des enfants, on le vit différemment aussi. On vit une OPEX différemment quand on a des enfants. Euh, Ça passe plus vite déjà, non? alors, ça passe plus vite. Franchement, ça passe plus vite. Mais on est plus fatigué aussi. Ouais. Après, c'est un mélange. Vraiment, c'est partagé parce que j'étais à la fois fatiguée, c'est vrai. Les symptômes étaient là, c'était dur. J'ai eu une sciatique très très tôt. Donc après toute la grossesse, ouais, j'ai fini en béquille. Enfin, vraiment, ça a été voilà, de la rééducation et tout. Une grossesse qui a été lourde. Mais j'étais très heureuse en même temps, en fait. C'était, voilà, je savais que c'était pour la bonne cause, que voilà, on avait eu l'annonce du départ en séjour, donc on savait, là, on allait se préparer. J'étais encore enceinte, qu'il fallait se préparer à déménager Ouais. sur un autre continent. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses en peu de temps. Mon travail que je continuais, bien sûr. Donc voilà, non, c'était dense, mais j'étais très occupée, en fait. Ouais. Donc voilà, quand c'est comme ça, on tient bon, on avance. Ok, ça marche. Alors, j'ai deux questions qui me viennent. Je vais commencer par celle-ci. Est-ce qu'il était de retour pour la naissance du deuxième bébé? Oui. Donc ça, Oui. ça c'était chouette. Du coup, Ouais. il a pu accueillir enfin, votre deuxième fils Oui. comme il le voulait, parce que tu disais que c'était important pour lui justement d'être présent. Oui. Et ma deuxième question, c'est sur Milliwife. Tu l'as créé à ce moment-là, ce compte Insta? Ce compte Insta, je l'ai créé en juin 2020, je crois. Oui, c'est ça. Donc en fait, j'étais pas encore enceinte. On avait Ilyes, quoi. Ilyes avait 1 an à peu près, enfin pas tout à fait, bientôt 1 an quand j'ai créé le compte. Je l'ai créé dans le but de. Enfin, je pense que j'avais un recul depuis quelques années maintenant qui m'aidait, moi, à faire face dans cette vie-là qui est peu commune. Et, mais j'avais des questions aussi et j'avais peut-être besoin de soutien aussi, mine de rien. Et en fait, quand je regardais un peu ce qui se passait sur les réseaux, j'avais aussi envie de m'impliquer du côté associatif pour les femmes de Milly. Et bon, je voyais pas grand-chose qui se passait côté réseau et je trouvais ça dommage. Je me disais peut-être qu'il y a d'autres femmes comme moi qui aimeraient échanger sur des sujets, qui voilà, aimeraient partager, se sentir soutenues ou être écoutées, enfin voilà. Et donc à ce moment-là, je ne connaissais qu'un seul compte qui parlait de cette vie-là, c'était Amy Femme de Milly, une dessinatrice. Et donc j'ai décidé de créer cette communauté
Et en fait, c'est vrai qu'on s'est retrouvés à être pas mal assez rapidement, quoi. C'était, alors quand je dis pas mal, on n'est pas 100 000, hein, mais pour moi, c'était déjà beaucoup parce qu'en fait, Ouais. voilà, le but n'était pas initialement de créer un buzz pas possible. Non, c'était juste de pouvoir créer des liens, créer une communauté pour toutes les femmes qui, je pense, étaient aussi à distance de leur famille, de leurs amis, qui vivaient des choses différentes aux différentes périodes de vie et certaines qui avaient vécu ou qui vivaient ce que j'avais vécu il y a 10 et 8 ans et d'autres qui avaient déjà vécu ce que moi j'allais vivre en fait. Ouais. Donc voilà, c'était pour tous ces partages-là et donc j'ai créé ça et c'est vrai que voilà, je suis tombée enceinte après d'Ariel quelques mois suivants et ensuite on a su qu'on partait Ouais. au Sénégal. Voilà, donc tout s'est fait à ce moment-là et les idées sont venues au fur et à mesure pour enrichir cette communauté. Voilà. Ok, trop bien. Tu parles de justement ce départ en séjour. Il est intervenu combien de temps ton deuxième était né quand vous êtes partis? Non, Enfin, non, non, non? non, non. Ah oui, donc tu as donné On a naissance au su... Sénégal? Oh, non, 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 je ne sais pas, non. raconte-moi. Ah oui, tu veux dire s'il Pour était ton né... deuxième, ouais, s'il était né, t'étais enceinte quand tu as eu l'info, c'est ce que tu Oui, j'étais disais enceinte. Oui, voilà, je avant. croyais que tu voulais Ouais. dire s'il Non, non, était non, né quand j'ai eu l'info. non, Non, non. donc c'est ça. Alors, il est né juste avant qu'on parte au Sénégal, Ok. en fait, mais j'étais enceinte quand on a appris qu'on partait Ouais. au Sénégal. Donc voilà, après c'est vrai qu'il a fallu se préparer le déménagement, la caisse maritime, le garde-meuble pour tout ce qu'on avait dans la maison, vendre la voiture. J'avais une voiture de fonction, donc là on pouvait la redonner, mais la voiture de mon mari, il a fallu la vendre aussi. Voilà, tout ça, toutes les familles de militaires qui sont partis en séjour connaissent. C'est un petit micmac les mois d'avant. Et effectivement, quand on est enceinte, ça rajoute un peu de piment. Ouais. Donc, on a fait les cartons. Hein, j'étais enceinte jusqu'au cou. Et j'ai accouché en juin. Et mon mari est parti le 1er août. D'accord. Donc, on a fait un départ en décalé. Alors, l'armée le proposait parce qu'il y avait le Covid Ah oui, à ce d'accord. moment-là. Et enfin, non, c'est même pas ça, c'est que l'armée habituellement non, c'est l'inverse, c'est que l'armée habituellement le proposait des départs en décalé et là du fait du Covid, ils ont demandé à ce que tout le monde parte au 1er août. Et donc on a demandé une dérogation disant que bébé aurait potentiellement 1 mois et que moi je voulais pas partir comme ça tout de suite. D'ailleurs, on n'aurait pas eu le passeport prêt. Ouais. Donc on a demandé à décaler de quelques semaines, initialement 3 semaines, et en fait ça a été retardé. Donc moi je suis arrivée le 6 septembre au Sénégal avec mes 2 enfants. Ok, ça marche. Alors, le postpartum, c'est déjà une période qui chamboule un petit peu. Tu as besoin de tes repères. En plus, tu accueilles un deuxième enfant. Alors, tu sais un peu ce que c'est avec un premier, mais ton deuxième enfant, c'est pas ton premier enfant. Et donc, tu réapprends quand même beaucoup de choses. Et en plus de ça, tu déménages sur un autre continent, dans un endroit que tu connais pas, encore plus loin de tes proches. Comment tu vis ça, toi ? Sur le coup, super bien. Je pense que j'étais très contente de partir. C'était l'aventure. J'ai un tempérament un peu comme ça. Je pars sans trop me dire. Voilà, on va dire, je pense que j'ai accumulé une grossesse qui était très difficile et douloureuse. Mon petit bébé, petit bébé, il est né à 4,6 kg à la naissance, donc il Un était beau loin d'être petit bébé. Mais en tout cas, on était tous les 4. On a dit au revoir à mon mari qui est parti le 1er août. J'ai profité de ma famille avant de partir, parce que forcément, là, du coup, on avait vendu la maison, donc je suis restée dans ma famille avant de partir. Et jusque-là, ça se passait très bien parce que je pense l'euphorie de se dire ok, c'est un nouveau départ, on y va, on oublie cette grossesse difficile. Maintenant bébé est avec moi, j'ai mes 2 enfants et voilà. Peu de temps avant de partir, peu de temps avant que mon mari parte, Ariel a fait une bronchiolite. Il a été hospitalisé 1 semaine à l'hôpital.
Donc, il y a eu pas mal de rebondissements quand même et d'inquiétudes avant de partir sur un continent étranger. Et puis, c'était l'Afrique. Donc, voilà, petit stress aussi de se dire, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis après. Effectivement, là, j'étais contente de ne pas partir au 1er août parce que Ariel il sortait de l'hôpital 3 jours avant le départ de mon mari. Et, et bon, voilà. Et malgré tout ça, c'est juste pour dire que je pense que j'étais dans une petite période d'euphorie. Voilà, contente d'avoir accouché, contente d'avoir mes enfants, contente de partir vivre une aventure en Afrique. Et, et voilà, et l'arrivée s'est très bien passée. Le voyage en avion seul avec les 2 petits, 140 kilos de bagages, je m'en souviens. Mais on l'a fait. On l'a fait. Et puis, et voilà, et l'arrivée s'est bien passée. Ouais, contente d'être arrivée, on vit ça ensemble, et voilà. Par contre, le postpartum a été plus compliqué une fois sur place, enfin, quelques semaines après. Je pense que le déclenchement d'une période plus difficile pour moi, en tout cas, s'est avéré quand mon fils, donc le premier, en gros, c'est que les 2 premiers mois où on est arrivé en Afrique, Ilyes, donc l'aîné, nous a fait que des infections à répétition. Que ça. Pendant 2 mois, ça n'a pas arrêté. 40, 41 de fièvre tout le temps. On est tout le temps voilà, chez le médecin. Enfin, la pédiatre venait à domicile. On checkait et voilà, et des bilans, antibiotiques, etc. Ça a été lourd cette période. Je pense que son organisme s'est fait voilà, on est arrivé en septembre, c'est une période très humide, très chaude. Est-ce que ça, voilà, si c'est certain, ça favorise aussi la prolifération de virus. Bon, avec la rentrée, il rentrait à l'école. Et donc ça a été une période difficile parce que donc à l'inverse d'Ilyes, Ariel, lui, ne faisait pas des nuits de 19h à 8h30. Et là, on a compris aussi le fait que tous les enfants ne sont pas pareils, hein. Bon, même si on le savait, mais du moins qu'un enfant ne faisait pas l'autre et que là, ouais, là, on a bien douillé côté sommeil. Et donc voilà, la fatigue a joué aussi sur mon moral très certainement d'un postpartum voilà, plus compliqué que pour Ilyes, du moins moins facile. Et en fait, je pense que la goutte d'eau a été quand mon fils, donc Ilyes, au bout des 2 mois d'infection à répétition de fièvre tout le temps en fait, il y avait des accalmies et puis ça repartait, etc. Et vers la Toussaint, un peu avant la Toussaint, là il m'a fait des convulsions. Dans la voiture, j'étais seule avec les enfants, donc je conduisais. En Afrique, la circulation est très très particulière. Il faut le vivre pour le croire, je pense, mais on peut pas s'arrêter comme ça. Voilà, on se fait faucher. Donc j'ai trouvé le premier truc à droite chemin de terre, cailloux que j'ai trouvé et je me suis mise là-dedans. Le temps que je sorte de ma voiture, que j'ouvre ma porte, Ilyes était bleu. Pour moi, ça a été un choc. En fait, j'ai beau être pharmacienne, je pense que quand ça touche à nos enfants, on n'a pas le recul nécessaire. Voilà. Et encore, je pense pas que j'aurais pu faire autre chose. Après, on sait que les convulsions fébriles ne sont pas dangereuses pour les enfants et la plupart du temps, tout finit par bien se passer. Et je savais tout ça, mais quand on le vit, j'ai mon bébé Ariel qui est dans le siège auto en même temps, une circulation en Afrique qui est très compliquée. Je sors Ilyes en laissant Ariel dans la voiture. Il y a un monsieur qui était pas très loin qui est venu m'aider pour occuper Ariel le temps que je m'occupe d'Ilyes. Et on était sortis à ce moment-là et une amie qui était dans sa voiture juste avant a vu que quelque chose se passait pas bien, donc elle a fait demi-tour pour revenir me voir, mais bon, les demi-tours, voilà, c'est pas si simple que ça. Encore une fois, les routes d'Afrique, voilà, faut Il n'y a attendre. pas un rond-point au bout de la rue. Là, non, là, fallait, voilà, enfin, du moins, il était loin ce rond-point, donc le temps qu'elle fasse demi-tour, voilà. Et donc, j'ai pris mon fils qui était bleu.
Je l'ai pris sur moi et j'avais de l'eau en bouteille. Je lui ai mis de l'eau voilà, sur la tête, la nuque, partout où j'ai pu. Et ça a été très long pour moi, honnêtement. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je pense qu'en vrai, ça a duré peu de temps pour quelqu'un qui voit la scène de l'extérieur. Pour moi, ça a été beaucoup trop long. Et voilà, et derrière, il est revenu à lui, il a fini par re-respirer. Donc là, bon, j'étais soulagée. Je me suis effondrée en larmes en entendant sa respiration. Et puis, et ensuite, il s'est endormi pendant 1 heure et demie, quoi. Impossible de le réveiller. Mais il avait un pouls, il respirait, voilà. J'ai appelé mon mari tout de suite, qui était sur une mission pas loin, en interne, et donc il est venu tout de suite. Et il nous a emmenés à l'hôpital voilà, du coin. Bon, voilà, c'est ce qui rajoute au petit stress, c'est que la prise en charge n'est pas toujours optimale forcément. Donc arrivée à la maison ensuite, j'ai appelé la pédiatre qui est venue à domicile et voilà, là elle a pris les choses en main, a fait les examens. Et donc là, on a pu savoir à quoi c'était dû et quelle infection était en cause et donc quel antibiotique mettre en place. Et au bout de quelques jours, voilà, ça a été, du moins cette infection est passée. Et une fois que cette période a été passée, il a arrêté d'être malade. C'était fini. Maintenant, il n'est plus malade. Il a pris sa dose. Ah non, mais il a pris sa dose bien comme il faut, mais il ne m'a pas refait de convulsions, même si moi, du coup, j'avais peur. Mais bon, il a fait quelques épisodes de fièvre, comme la plupart des enfants, mais vraiment, par rapport à ce qu'il avait eu avant, 3 fois rien. Donc, voilà. Et donc, pour une maman qui était fatiguée de ne pas dormir assez, voilà, ça a été plus compliqué à ce moment-là pour moi. Ouais, mais attends, quand tu y penses, c'est quand même... Tu es déracinée quand même pendant un postpartum. Tu vis des épisodes traumatiques quand même. De voir ton bébé comme ça, ton enfant, pas respirer, j'ose imaginer le trauma sans l'avoir vu, sans l'avoir vécu. C'est normal en fait que ça ait un impact, tu vois, sur toi. Ok, je suis dans du sable là, en Afrique. En fait, quel numéro j'appelle au fait? Je sais pas. Je vais appeler mon mari. J'en sais rien. C'était stressant au possible. Et c'est là que j'ai pris conscience vraiment de me dire... bon, pourtant, il y a des spécialistes en Afrique, vraiment. Il y a des spécialistes et même les rendez-vous sont plus faciles à obtenir qu'en France. On peut avoir un ophtalmo en 48 heures, contrairement en France. Intéressant. Donc, voilà. Mais non, vraiment, on peut avoir les spécialistes rapidement. Mais côté prise en charge à l'hôpital, c'est vraiment pas ça. Désolée, mais c'est... Voilà. Donc, non, après, c'est vrai que... Bon, voilà. Et puis, moi, c'est vrai que le postpartum, voilà, comme je te disais, j'étais aussi dans une phase de rééducation, vraiment pour mon dos. J'ai eu une discopathie suite à l'accouchement, enfin, à la grossesse. Voilà, il y a eu pas mal à remettre en place. Et voilà, on va dire que, bon, je pense que... compliqué un postpartum ne fait pas l'autre non plus. Bah non. Et il y a eu beaucoup de choses. Mais t'étais tellement pas dans les mêmes conditions en vrai quand tu réfléchis. Tu pars d'un premier postpartum où t'es avec ton mari, tout se passe bien, vous êtes tous les deux, vous avez un bébé qui dort, mais excuse-moi, mais ça change quand même bien la donne, qui dort, qui mange, qui va bien, j'ai un deuxième bébé, une grossesse cata, tu vis la plupart de ta grossesse solo, t'as déjà un bébé. Même s'il dort, il y a un moment, il faut s'en occuper. Oui, c'est sûr. C'est clair. Il y a la journée aussi. Et donc, t'as déjà un bébé, tu donnes naissance à un deuxième. Il y a tout ce que tu viens de raconter qui se passe. En effet, ce ne sont pas du tout les mêmes situations. Et c'est normal, finalement, qu'il y ait un postpartum plus difficile que l'autre. Clairement, il y en a qui ont des postpartums difficiles pour moins que ça, tu vois. Donc oui, non, c'est normal et c'est logique. Est-ce que tu arrives à être accompagnée par plein de spécialistes? Est-ce que tu arrives à en parler un petit peu de cette phase de moins bien à des gens, à des médecins, à des sages-femmes? Je ne sais pas par qui tu es suivie à ce moment-là, mais est-ce que tu arrives à en parler? Alors à ce moment-là, non, j'en parle pas. Quand cette période un peu noire arrive,
je dis rien à personne, enfin, même à mon mari en fait, hein, lui, parce il est très présent, pour le coup, on est en séjour, Ouais. il est très présent, même, il me soulage même, enfin, je veux dire, il me soulage, on est deux à être parents, mais je veux dire, en vrai, moi, je culpabilise aussi un peu en me disant, mais je suis à la maison, contrairement à avant, voilà, je peux gérer en fait, parce que je ne travaille pas comme avant, j'ai lâché mon travail, c'est mon mari qui va travailler la Mm. journée, je pourrais quand même voilà, être énergique la journée et m'en occuper quoi, pleinement. Et en fait, voilà, je suis dans un épuisement profond. Je n'en parle pas à ce moment-là parce que j'assume pas, je pense que j'assume pas, je culpabilise, voilà, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette fille là, je m'enfonce dans un truc étrange et en même temps, j'ai des périodes très très bien aussi. On voyage, on fait des choses en famille et je suis très heureuse de les vivre. Donc en fait, j'étais dans une Une comment dire? ambivalence. Oui, complète. Arriver à vivre des moments de pur bonheur et être très heureuse, d'être reconnaissante même, à me dire mais c'est génial, enfin on est tous les quatre, mon mari va pas partir en mission pendant le séjour, on va être ensemble, on profite à fond. Voilà, et quand je me retrouve seule, la journée ou seule, voilà, ou le soir, peu importe, à n'importe quelle heure de la journée, même le matin au réveil, je suis pas bien. J'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, j'ai envie de pleurer pour n'importe quoi. Et en fait, je me reconnais pas parce que c'est pas moi. Et à ce moment-là, non, j'en parle pas. Mon fils va avoir, enfin, il a eu 2 ans en juin et, et j'en ai très peu parlé. Enfin, si on parle de la communauté, par exemple, hein, j'ai rien dit de tout ça. Je pense que j'ai dit que la grossesse n'était pas facile, voilà, que le postpartum n'était pas, enfin, que voilà, pas toujours facile, fatigué et tout, mais Mm. je suis pas allée plus loin parce que je me sers de ce réseau plus pour apporter des bonnes ondes, pour essayer d'encourager, pour essayer de soutenir. Et je me dis que voilà, j'ai pas envie de mettre des choses moroses en fait. C'est pas pour moi un réseau social ne sert pas forcément à ça parce que moi-même je ne vais pas vers des comptes qui seraient tristes ou qui me filerait le bourdon quoi en fait Ouais. je vais vers des comptes qui apportent des réponses qui apportent du soutien ou juste de la joie de vivre enfin voilà Mm. et c'est la personne que je suis dans la réalité donc en fait je pense que dans cette phase là je me reconnais pas moi-même et je me dis bon ça va passer Raphaël ça va Mm. passer là t'es voilà tu petite déprime passagère voilà ça va aller quoi et puis donc non, j'en parle à personne. Je pense que c'est ma kiné qui a vu les premiers symptômes, on va dire. Et puis, moi, je pense aussi que je voulais pas m'avouer une période plus difficile parce que, bah, encore une fois, voilà, en tant que pharma, je me dis non, mais j'ai pas envie de commencer à prendre des traitements ou quelque Mm. chose. Non, c'est pas moi. Voilà, je vais pas. C'est bon, quoi. Je veux dire, je viens d'avoir un bébé, c'est pas non plus. Enfin, non, franchement, alors qu'aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de recul et je sais combien ça peut être difficile. Et une femme qui viendrait me voir et me parler de tout ça, je lui dirais, mais écoute-toi, prends du temps pour toi. Euh, Va consulter quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider. Quelqu'un d'extérieur à la famille et aux amis. Voilà, chose que j'ai fait finalement plus tard. Mais voilà, j'ai eu une petite période où j'étais pas bien, Mm. où je pleurais beaucoup, sans explication. Ouais. Euh, et voilà, j'ai fini par en parler à mon mari qui lui m'a dit aussi à un moment donné, mais bon, j'ai l'impression que ça va pas. Enfin, Mm. qu'est-ce qui se passe quoi Il y a quelque chose. Enfin, parce que bon, jusqu'à présent, je me cachais un peu quoi, mais un jour, je me suis effondrée en larmes devant lui en disant, je sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que j'ai, mais ça va pas quoi. Je comprends pas, c'est pas moi. Je suis heureuse d'être là, je suis heureuse que tu sois là, qui est mes enfants. Voilà, je pense qu'il ne peut pas y avoir sur Terre une personne plus heureuse que moi, et pourtant, je pleure tout le temps. Qu'est-ce Mhm. qui m'arrive? Je ne comprends pas. Et si ce n'est les nuits, effectivement, où on est fatigués, mais tous les deux, hein, pour le coup, vu qu'on se réveille quand même tous les deux. Euh, et voilà, et en fait, il y a ma maman qui est venue nous rendre visite au Sénégal, ma belle-mère aussi.
Et les deux ont vu que quelque chose n'allait pas et elles m'ont dit, voilà Raphaël, je pense qu'il faudrait que tu essayes de voir quelqu'un, voilà, d'en parler, même si... parce qu'en gros, je leur disais, mais j'ai tout qui va bien dans ma vie. Enfin, en fait, pourquoi j'irais voir quelqu'un? Qu'est-ce que je vais lui dire? En fait, je ne sais pas quoi lui dire. Tout va bien dans ma vie. Donc, voilà, j'étais vraiment... En fait, j'étais dans le déni de quelque chose qui se passait parce que moi-même, en fait, sur le papier, je me disais... Sur le papier, il n'y a rien qui cloche, quoi. À part les nuits d'un bébé haché, mais en fait, tout le monde le vit, quoi. Donc, t'as pas le droit d'être mal, en vrai. Et, euh, et voilà, et en fin de compte, oui, j'ai consulté une maman ici m'a conseillé une psychopraticienne relaxologue sur Dakar qui s'est avérée être ma révélation. Pour faire court, parce que il y a eu plusieurs séances. Aujourd'hui, ça fait longtemps du coup que j'ai fini les séances, mais j'ai dû commencer en février. Et fin février, elle m'a suivie jusqu'à... donc pas cette année, hein, c'était l'année d'avant du coup. Quand Ariel, en fait, je pense que, ouais, c'est ça, j'ai dû consulter quand Ariel avait... il devait avoir 9 mois, ou 10 mois, quelque chose comme ça. Et où les nuits étaient toujours pas faites, quoi. Enfin voilà, par rapport au premier où à 3 mois c'était réglé, là c'était... Et, et en fait, ça a été une révélation parce que j'ai déjà le premier rendez-vous, j'avais même du mal à m'exprimer. Je pense que j'ai pleuré tout le rendez-vous sans réussir à limiter le truc. Et en fait, elle m'a dit c'est pas grave. En fait, vous verrez que peut-être la prochaine séance vous allez pleurer encore. Et puis au bout d'un moment, ça va s'épuiser. Mais en fait, le vase, il faut le vider. Donc, elle m'a aidé à travailler sur les émotions par le vide, en fait. J'avais clairement un trop plein d'émotions. Après, je ne vais pas faire de la psychologie à sa place, mais pour résumer rapidement, ça a été important parce qu'on est revenu sur des bases solides, saines. Je veux dire, elle m'a posé énormément de questions. Et à chaque fois, en me demandant comment je me sentais, qu'est-ce que ça me procurait comme émotion, etc. Et en fait, on a retracé aussi toute la période du début de la grossesse jusqu'au déménagement à l'arrivée. Et en fait, à la fin, elle notait tout, elle, en même temps. Et donc, à la fin, elle m'a dit, OK, vous vous rendez compte, donc, il y a eu ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Sur le papier, vous avez beau être heureuse de tout ce qui vous arrive et reconnaissante de ce qui vous arrive dans votre vie. En fait, vous avez enchaîné. Et voilà, quand on veut tenir. En fait, au bout d'un moment, c'est normal, le vase se remplit et en fait, si vous le videz pas, il explose. Donc, on va le vider, ce vase, quoi. On va travailler dessus et voilà. Donc, ça a été chouette de se faire accompagner par une personne comme ça qui était extérieure à mon monde. C'est vrai qu'on arrivait dans une base militaire aussi, c'était pas notre maison non plus. On apprend à vivre en communauté quelque part. Voilà, donc il y a plein de petites choses, ça a de très bons avantages, mais ça demande aussi une période d'adaptation. Mon état physique et je veux dire suite à la grossesse n'était pas bon encore. Et mon état émotionnel de toute évidence non. Donc voilà, j'ai pu éviter finalement de prendre de traitements, etc. Par la discussion. Donc en fait mes craintes, et encore, bon, je veux dire, ça n'aurait pas été un problème hein, finalement d'en prendre avec du recul. Je me dis si ça avait été nécessaire, il aurait bien fallu le faire, mais en fait je me rends compte avec du recul que si j'en avais parlé plus tôt, si j'avais évoqué plus tôt les difficultés que j'avais ou ces périodes noires que j'avais, ça aurait pu
peut-être s'arrêter plus tôt. Bon, après, Après, voilà, c'était les ton choses chemin, n'arrivent hein. pas par hasard. C'était mon Voilà, chemin, c'était ton effectivement. cheminement et t'étais sans doute pas prête à le faire avant aussi. Oui, T'as certainement. toujours une forme un petit peu de déni aussi sur ce qu'on vit, enfin, quand c'est compliqué. Dire, ben, ça peut pas m'arriver à moi pour toutes les raisons que tu as évoquées. Et c'est un peu, je pense, la difficulté de tout ce qui va toucher autour de la santé mentale en postpartum. C'est que tu es censé cocher les cases de tout ce qui te rend heureux Ouais. et de tout ce que tu as voulu en plus, parce Oui. que c'est toi qui l'as voulu. Et malgré ça, t'es pas heureuse. Et c'est ça qui est difficile. Tu as une espèce de dissonance entre ce que tu devrais renvoyer comme image de la maman heureuse qui est son bébé et qui, au fond, peut-être que tu es, parce que tu es heureuse d'être la maman de ce bébé et de tes enfants et de tout ça. Mais qu'en même temps, il y a d'autres choses, il y a d'autres facteurs. C'est que oui, tu deviens maman, certes, tu es heureuse, mais il n'y a pas que ça, en fait, dans ta vie. Il n'y a pas que ça, et il y a tout ce qui s'est passé entre-temps. Enfin, c'est vrai que quand même, c'est vrai que quand tu le rends compte, t'as sacrément enchaîné, et que en effet, c'est des choses qui peuvent t'arriver quand t'enchaînes comme ça à ce point. Et la dépression du postpartum, parce qu'on peut aussi mettre ce mot là-dessus, même s'il n'y a pas forcément un diagnostic d'un médecin ou quoi que ce soit. Elle arrive pour ça, parce que parfois des grossesses compliquées, parce que plein de choses qui accumulent, des changements d'environnement. Il y a énormément de facteurs qui vont amener une dépression du postpartum. Et parfois, c'est des facteurs qui ne sont pas au moment de la grossesse, qui n'ont rien à voir avec le changement d'environnement, mais qui viennent de vachement plus loin, des enfances compliquées, enfin, que sais-je. Et donc, en fait, c'est difficile de cerner et de se dire, en fait, mais j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, mais en fait, je le suis pas. Et c'est carrément OK de pas l'être. Et tu vois, je pense que quand même, mine de rien, la prise en charge à 9-10 mois, c'est quand même relativement tôt. Il y a des mamans qui sont jamais prises en charge, parce que la dépression du postpartum dure en moyenne entre 2 et 3 ans. Et la différence entre la dépression du postpartum et la dépression plus classique, entre guillemets, c'est que la dépression du postpartum s'arrête. Ouais. Et parce que elle est liée au postpartum et que voilà, donc elle s'arrête. Donc parfois, il y a des mamans qui vont voir cette lumière, ce brouillard qui s'enlève et dire, et sans avoir vraiment travaillé dessus à ce moment-là. Ouais. Mais par contre, elles vont travailler après parce que justement, le brouillard n'est plus là. Donc en fait, c'est un peu ça. Parfois, on passe à côté de ça aussi parce qu'on ne dit rien, parce qu'on ne parle pas. Et quand tu as justement ce moteur de créer une communauté, d'avoir envie d'apporter, d'avoir envie d'aider d'autres personnes, c'est hyper dur de dire, en fait, là, tout de suite, maintenant, moi je vais pas bien et j'ai besoin d'aide. Et en fait, finalement, cette communauté, même si c'est toi qui l'as créée, elle est aussi à double sens parce qu'elle t'apporte aussi à toi. Et peut-être qu'à un moment, il y aurait peut-être pu avoir des personnes dans cette communauté qui auraient pu dire, en fait, moi aussi, j'ai vécu ça. Peut-être. Et c'est pas forcément, tu vois, j'aimais bien ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que tu avais envie de leur apporter quelque chose de joyeux et du soutien. Mais partager quelque chose de négatif, c'est aussi du soutien. C'est aussi une forme de soutien. C'est pas juste s'épancher, c'est pas juste se plaindre et dire, ah mon Dieu, ça va pas, au secours, il y a pas de solution. C'est pas ça du tout. C'est vraiment dire, en fait, à ce moment-là, ça va pas. Et est-ce qu'il est possible d'avoir des solutions ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Est-ce que quelqu'un l'a déjà vécu ? Et dans ces cas-là, ça devient quelque chose de très vertueux, en fait. Donc ça peut être, tu vois, aussi... c'est ce double standard. Mais en même temps, quand on le vit, quand on va pas bien, je crois qu'on n'a pas la capacité de voir ce côté-là. On a juste l'impression de dire, je vais juste me plaindre alors que j'ai tout pour être heureuse, quoi. Oui, enfin, surtout face à des femmes de Milly, en l'occurrence, qui... sont encore dans la période que j'étais il n'y a pas si longtemps, à se dire, moi, c'est que je viens de dire au revoir à mon mari pour 4 mois, et elle se plaint alors qu'elle a son mari tous les jours à la maison. Enfin, non, donc je crois que je me sentais pas légitime, en fait, à ce moment-là, pour me plaindre d'une situation qui était... qui pour le coup était idyllique pour nous, quoi. C'est vrai que c'était... Voilà, et puis, je pense que c'est mon tempérament aussi. J'ai été élevée comme ça et j'ai toujours tendance à me raccrocher au positif. Je suis quelqu'un d'assez positif, c'est vrai. Et d'énergie, que je suis toujours motivée pour plein de choses. J'ai toujours plein de projets en tête. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, je me disais, voilà, ça va passer. En fait, dans mes phases de mieux, je me disais, ok, tu vois, ça va passer. C'est bon, on se concentre sur le positif et tout. Et dans les périodes de down, c'était dur, quoi. Et oui, je me suis dit, ok, la fois où j'ai vraiment eu des idées noires, enfin vraiment à me sentir vraiment
comme j'avais jamais été auparavant, là, je me suis dit, terminé. Là, je vais voir quelqu'un. En fait, je continue pas comme ça. Ouais. Et c'est important d'aller chercher justement l'aide extérieure et d'aller chercher, parce qu'on ne peut pas s'aider soi-même et en plus notre entourage ne peut pas nous aider. Non. Parce que notre entourage a tendance à avoir envie de nous sauver, mais en même temps n'a pas envie d'entendre ce qu'on a à dire parce que c'est dur. C'est dur ce qu'on ressent. Enfin, t'as du mal à le dire. C'est dur à le dire aussi. Ouais. Ouais. Non, mais c'est clair. Et c'est dur à dire, t'as pas envie de le dire à la personne que t'aimes parce que tu veux pas lui faire du mal aussi et tu sais pas s'il va comprendre et en même temps il a peut-être pas envie de le recevoir donc c'est hyper compliqué et donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir quelqu'un d'extérieur, de neutre, de professionnel dans un cadre particulier qui est en capacité de l'accepter aussi et de le prendre parce qu'on peut parfois avoir envie de discuter avec une amie mais peut-être que cette amie elle est pas dans un moment de sa vie où elle peut le prendre aussi donc c'est pour ça que les professionnels sont intéressants et importants dans ces moments-là, parce qu'il y a un cadre qui est défini et justement fait pour ça, où tout le monde est consentant dans le don et dans le fait de recevoir. Donc c'est hyper important. Je voudrais passer sur un autre point, avant de terminer, parce que là, on papote. Moi, quand je t'ai découverte sur les réseaux sociaux, tu mettais en place des box Miliwife. C'est quoi ces box? Il y avait quoi dedans et pourquoi tu as fait ça? Eh bien, en fait... c'est parti d'un constat quand j'étais encore en France. Je faisais partie de l'ANFEM, une association, l'association nationale des femmes d'Émilie. Et donc pendant le Covid, on ne pouvait pas faire grand-chose finalement. On était vraiment limité. Voilà, c'est pas l'envie qui manquait de faire des événements ou de se rencontrer, etc. Mais on pouvait rien faire malheureusement. Et bon, je pense que voilà, peut-être que j'y pensais en arrière-plan, quand mon cerveau est sur pause, je ne sais pas trop. Mais quand l'annonce du séjour est tombée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours travaillé toute ma vie. Je ne crois pas avoir un tempérament à ne rien faire. Alors, on s'entend ne rien faire avec des enfants en bas âge, c'est pas ne rien faire, mais du moins ne rien faire sur le plan professionnel. Et donc, voilà, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire. Et je me suis dit, mais voilà, quitte à partir en séjour militaire, dans une base militaire, pourquoi ne pas mettre ce temps à profit et me sentir utile pour cette communauté? Et donc, en l'occurrence, proposer du soutien pendant les opérations extérieures, pendant les missions, et pouvoir leur apporter ce bien-être chaque mois que passe la mission. Ça permettrait aussi, comme un petit compte à rebours, voilà. Et c'est de là que la Miliwife Box est née. En fait, juste avant de partir, j'ai créé mon entreprise. Donc, elle est créée depuis septembre 2021. Donc, je venais d'accoucher. Ça aussi, au final, je me suis lancée corps et âme là-dedans. Avec du recul, je me dis que, bien sûr, avec du recul, on se dit beaucoup de choses, parfois. Mais c'est évident quand on regarde en arrière, mais quand on le vit, ça ne l'est pas. Tu dis non, ça va tranquille, je vais gérer, je vais le faire. Et en fait, non, mais c'était très chouette. Au final, je me suis lancée là-dedans, j'ai créé l'entreprise, j'ai trouvé un logisticien en France qui puisse m'envoyer les box. Et puis la box s'est lancée. Donc, en 2022, chaque mois, il y avait possibilité soit de s'abonner pour une box, soit de s'abonner pour 4 mois ou 6 mois. Et il y avait la possibilité de l'offrir aussi, ou alors d'être abonné en mensuel, bien sûr, sans engagement et d'arrêter quand on veut, C'est ça le deal d'une box. Et en fait, ça a bien marché. Enfin, c'était super chouette. Donc, je faisais la rédaction du magazine. Et dans les box, chaque mois, il y avait un magazine, un produit beauté et un produit santé. Donc, beauté, c'était un bijou. Et le santé, c'était un soin bien-être. Voilà, ça pouvait être un shampoing, un soin pour le corps, un soin pour le visage, peu importe. Donc avec des marques que j'avais choisies, bien sûr, sur lesquelles je faisais attention à la composition, qui pouvaient être compatibles avec les femmes enceintes. Et voilà, donc il y avait ces 3 produits-là, beauté, santé, fierté, avec voilà, dans le magazine... des témoignages, des articles par une conseillère conjugale et familiale, selon des questions qui m'étaient posées dans la communauté. Enfin voilà.
super sympa. Et donc, chaque mois, on faisait l'envoi des box. Et donc ça a duré jusqu'à décembre 2022, à être tous les mois. Et donc, dans mon année, et puis la thérapie qui s'est passée aussi, là, donc 2022, parce que j'ai commencé cette thérapie en fin février, je l'ai fini en été. Et j'ai revu ponctuellement cette personne voilà, une ou deux fois sur la fin d'année pour dire on avait fini le travail en vrai, mais c'est vrai qu'elle m'aidait sur la réflexion après d'autres choses, même sur le plan professionnel. Ma carrière en pharma commençait un peu à me manquer, et puis en fait ça me prenait énormément de temps, cette entreprise. J'essayais de me remettre d'un postpartum un peu compliqué, et je m'étais lancée corps et âme dans cette entreprise, et aucun regret, parce que en fait je pense que ça m'a aidée aussi en fait, hein, mais moi, dans ma tête, je m'étais dit, voilà, je bosse les matins, je travaille les matins, et l'après-midi, je l'ai pour mes enfants. Et donc, en fin de compte, quand on est seul à créer une entreprise, depuis l'étranger pour la France, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Ouais. Alors, en grande travaillomane que je suis, c'était pas très, très grave finalement. Voilà, j'aimais ça, hein. Mais voilà, en fait, cette thérapie m'a aidée à recentrer les choses et à ce dont j'avais envie, moi, plus qu'avant de donner pour les autres et d'être utile pour les autres. Et du temps que j'avais à consacrer pour chacune des phases que je voulais mettre en place sur ma vie. Et donc voilà, c'est là que je me suis dit, je pense qu'après la box de Noël, je vais réduire sur l'année 2023 pour avoir plus de temps avec ma famille et pas travailler toute la journée. C'était pas l'objectif de base. Donc voilà, finir en beauté jusqu'à la box de Noël, et ensuite proposer des capsules plutôt sur 2023. Et c'est ce que j'ai fait avec la Saint-Valentin, et là avec la capsule d'été. Il y a encore quelques box qui sont disponibles sur le site, et où on en envoie encore. Donc ça me permet de proposer encore un soutien, et voilà, quelque chose de très sympa aux maris qui veulent l'offrir à leur femme avant de partir en mission. Et en fin de compte, même pendant l'année 2022, j'ai eu énormément de femmes qui se sont abonnées toutes seules, sans même que le mari soit en mission, mais en se disant, en fait, c'est mon petit plaisir du mois. Je suis femme de Milly, j'ai envie de lire mon magazine tous les mois, j'ai envie de me faire plaisir. C'est une box à 35 €, mais dedans, il y en a toujours pour entre 50 et 70 € de valeur. Voilà, il y a un bien-être qui s'allie à ça, et donc voilà, moi ça me fait plaisir de faire plaisir. C'est une entreprise voilà, qui a bien tourné en 2022, et qui là, du coup en 2023, a plus été dans le cadre de ok, je suis toujours là, je vous propose encore quelque chose, même si effectivement, pour moi, je veux dire, tout le monde sait que dans un business de boxe, l'intérêt, c'est la quantité réelle qui fait que tu peux, je veux dire, gagner ta vie derrière. Donc là, pour le coup, moi, c'est plus l'objectif. C'est très clair pour moi aussi. De toute façon, ça l'a toujours été avant de partir. Je savais que je retournerais dans la pharma. C'est mon métier de cœur. Voilà, c'est ce que j'aime. Donc là, en 2023, voilà, ça a plus été je suis encore là, je veux encore vous soutenir, je veux encore vous proposer des box. Voilà, quand les filles ont su qu'il n'y en aurait plus après Noël aussi, celles qui étaient abonnées toute l'année m'ont dit « Oh non !» Donc j'ai dit « Vous inquiétez pas, je vais encore proposer les capsules, et voilà. » Mais oui, c'est réduire parce que je sais qu'après, au retour en France, je ne pourrais pas être à fond en reprenant mon activité dans l'inpharma. Je ne pourrais pas être à fond sur une entreprise de boxe, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait que je mette quelqu'un d'autre dessus, mais ce n'est pas une entreprise suffisamment fructueuse pour payer quelqu'un d'autre en plus. Donc voilà, tout ça, c'est petit cheminement qui fait que la boxe en est là aujourd'hui. Mais elle existe encore, et je réfléchis à... Aujourd'hui, je réfléchis à comment l'améliorer, l'autonomiser pour
pour que la brand, ou du moins voilà, l'entité Millie Wife existe encore et continue après mon retour en France. Voilà, j'ai quelques petites idées, mais je ne veux pas en dire plus Non, pour ne spoil l'instant. pas, ne spoil pas. Tu as raison de les garder. Mais ce qui est intéressant justement dans ce que tu dis, c'est que tu as pu recentrer les choses sur tes besoins à toi. Et finalement, si justement tu étais dans un mal-être et tout ça, c'est que tes besoins à toi n'étaient pas assez écoutés. Et je trouve que c'est une belle leçon aussi, un bel enseignement de montrer que, en fait, si nous, on va pas bien, on peut pas aider les autres. Parce que là, t'allais pas bien, mais en même temps, t'as mis toute cette énergie dans les box et puis dans ta famille et tout ça. Mais en fait, toi, tu t'es oublié. Donc, en fait, il y a un moment, il manquait d'huile dans l'engrenage. Exactement. Et là, le fait de recentrer, en fait, ça te permet de toujours aider, certes, à plus petite dose, parce qu'une par mois, c'est intense quand même. C'était hyper intense. Comme rythme, surtout Toute si seule, tu rédiges, intense, tu rédiges un magazine, c'est énorme comme travail. Donc oui, j'imagine que le ralentissement était nécessaire. Mais donc en fait, tu peux quand même encore donner, puis tu partages aussi sur tes réseaux sociaux, tu peux encore animer cette communauté, moins. Mais en même temps, tu peux. Parce que si tu avais continué, potentiellement, en fait, il y a un moment, ton corps, il aurait dit stop, en fait. Plus. Non, mais c'est vrai, hein, franchement, oui, garder la communication aussi intense et tout, non, c'était plus compliqué. Et puis, ça m'a permis, là, cette année, de faire d'autres partenariats avec une mutuelle militaire, notamment, ou voilà, avec une entreprise qui se lance aussi. Enfin, j'essaye voilà, de proposer du contenu qui soutient les femmes de Millie, et qui, en même temps, divertit aussi. Enfin, voilà, qui fait un... Enfin, moi, j'ai appris à vivre avec et je le vis bien. En fait, c'est ça, aujourd'hui. C'est que, déjà, aujourd'hui, je me sens bien. Et c'est important à dire quand on est passé par une période plus difficile. Je suis reconnaissante de cette période qu'on a eue en famille, justement. Parce qu'en fait, ça m'a fait beaucoup de bien aussi pour me trouver moi. Une période où nos enfants sont en bas âge. Et même cette thérapie m'a fait du bien, finalement. Je pense que j'en aurais jamais fait en France. Peut-être que j'en aurais pas eu besoin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais pas si, voilà, pendant mon métier, ma carrière, j'aurais dit, ok, non, là, peut-être qu'il faut que je consulte ou que je prenne du temps pour moi. Voilà. En fait, ce séjour m'a permis de prendre du temps pour moi. Et cette année, la 2023, je l'ai vécue tellement bien, tellement mieux, plus sereine, à me dire, voilà, il y a des priorités dans la vie, on fait ce qui est bon pour sa famille, pour soi, et il ne faut pas s'oublier. Et en fait, je pense que c'est très important d'être bien avec soi-même, et c'est ce que j'essaie de montrer à la communauté aussi, parce qu'on vit avec l'armée, en l'occurrence, avec la programmation de l'armée, et c'est pas toujours facile de prendre du recul sur le moment d'une annonce, d'un énième départ, ou de... Voilà. Et ça, ce recul, je pense l'avoir aujourd'hui, même si, bien sûr, il y a des fois où c'est moins marrant. Mais voilà, je le vis bien. Je ne suis pas là dans la communauté pour dénigrer l'armée, ou pour dire, ah, voilà, encore ça, encore nanan. J'essaie de montrer qu'on peut y arriver, de leur donner la force nécessaire, le courage parfois, et surtout de se féliciter elles, et voilà, de leur montrer qu'elles sont courageuses, et voilà, et surtout qu'elles peuvent avoir une vie professionnelle si elles le veulent, qu'on peut en discuter, qu'on peut se lancer des projets, même si tu peux dire au revoir à ta carrière quelque temps, tu la retrouveras peut-être, ou tu peux te faire une reconversion ou une formation dans autre chose. Enfin, voilà. C'est juste de ne pas s'oublier soi, et de se dire là-dedans que c'est un tout, qu'il y a une famille, et que dans la famille, il y a des enfants, certes, il y a un mari, certes, et il y a une femme aussi. Voilà. Ouais, carrément. Oh, c'est beau comme conclusion. Non, mais ce qui est intéressant, ce qui est important aussi, c'est que pointer les difficultés ou les moments plus compliqués, c'est important, mais en fait, c'est toujours de trouver des solutions. Il n'y a pas de fatalité, en fait. Si tu vis parfois des situations qui sont certes dures à accepter, dures à digérer, la distance, enfin tout ce que les familles de militaires peuvent vivre. Mais il n'y a pas de fatalité, et il y a d'autres choses en fait derrière, et il y a une façon de bien vivre, et c'est important, je pense, d'avoir une représentativité de personnes qui le vivent bien et qui soient inspirantes.
pas pour dire regardez, moi je vis trop bien, mais vraiment pour donner des solutions et des tips en fait pour que tout le monde le vive le mieux possible. Et ça, c'est important, c'est inspirant, et je pense qu'il faut des femmes comme toi qui le montrent, et c'est trop chouette. Donc merci Raphaël pour toutes ces femmes de militaires. Merci Élise. de le faire. Là, le retour en France, il est prévu quand ? Il est prévu l'été prochain. Il nous reste donc un peu moins d'un an. Voilà, ce sera l'été 2024 pour mon mari, en fait, la prochaine mutation. C'était 3 ans. Ouais. Ok, donc là, c'est la dernière ligne droite du séjour. C'est la dernière ligne droite du séjour. Et il est possible que je rentre un peu avant mon mari avec les enfants, si opportunité professionnelle il y a. Voilà. Okay. On ne se ferme pas aux éventualités. Je suis consciente, et je remercie mon mari aussi d'avoir été présent dans cette... parce que je n'ai pas beaucoup parlé de lui et de son implication là-dedans, mais c'est vrai que je pense que ça n'a pas été forcément facile à cette période de se dire ok, où je me place, etc. Et il a été très présent et à l'écoute, et heureusement. Et voilà, je pense que voilà, c'était mon ma petite reconnaissance. Petit clin d'œil. Merci le mari. Voilà, merci les maris d'être compréhensifs et d'exister dans ces moments aussi, même quand vous avez des carrières prenantes. Et voilà, mais c'est important. On le vit en famille. Et voilà, donc non. En tout cas, c'est été 2024. Et peut-être un petit peu avant pour moi, on fait construire une maison pour notre retour. Donc voilà, il y a des projets par la suite, et on vit le moment présent. On en profite à fond des derniers mois au Sénégal, parce qu'il y a plein de choses à vivre et à apprendre aussi. Je pense qu'une période à l'étranger, c'est très bon. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Mais en tout cas, merci pour tout, pour ton témoignage, de t'être livré. Merci de montrer qu'il est possible de faire des plans, d'avoir des projets, d'avoir des objectifs, même dans une vie de famille qui bouge tout le temps, mine de rien, et qui est pleine d'imprévus aussi, que c'est possible d'aller bien et de s'en sortir, et de vraiment continuer à avoir des projets, à avoir une vie à soi, qui ne soit pas forcément dédiée uniquement à cette famille. Merci pour tout. Si jamais on veut te contacter, si on veut te suivre, si on veut suivre ton travail, par où ça se passe ? C'est sur Instagram particulièrement. Voilà, c'est Emily Wife Life pour l'instant. Mais mon prénom, c'est Raphaël. C'est Raphaël. Voilà, donc a priori, Raphaël, on devrait trouver militaire, tout ça. Voilà. Merci à toi, Élise, en tout cas, pour ton invitation, et merci de t'intéresser à la vie de ces familles un peu hors norme dans le quotidien, on va dire. Extraordinaire, on peut dire. Ah ouais, c'est ça. Je sais pas. Pas plus que d'autres, mais... Non, mais ça sort de l'ordinaire, donc c'est extraordinaire. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Trop bien. Merci à toi, et puis à bientôt. À bientôt, Élise. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 30 juillet, Clochoco écrivait: dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kid de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire, Clochoco. Mille merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain, et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.